Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de Face à l'actu ce dimanche. Selon l'agence de notation Moody's, le Cameroun affiche une belle stabilité et présente des atouts lui permettant de faire face aux répercussions de la Covid-19, mieux que ses voisins d'Afrique centrale. La dite agence a revu ses notes souveraines pour les pays de l'Afrique et d'Asie, dont le Cameroun. Le Cameroun, justement, a ainsi vu la reconduction de sa note B2, accompagnée d'une perspective de stabilité. Ces perspectives stables reflètent la capacité de notre pays à faire face aux chocs causés par la pandémie du Covid. En 52 minutes, avec notre invité, nous en parlerons donc ce soir pour en cerner les contours. Mais plus généralement, nous aborderons également l'impact socio-économique des autres crises que nous traversons. Crise sécuritaire à l'extrême nord du Cameroun, mais également dans le nord-ouest et le sud-ouest, à côté de cette crise sanitaire. Christian Beke, bonsoir. Bonsoir, député. Vous êtes économiste, représentant résident adjoint du FMI auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Vous êtes au Cameroun en ce moment, ça peut être compliqué avec les mesures barrières. Non, enfin, c'est compliqué sans doute pour plusieurs personnes qui ne sont pas ressortissants camerounais. L'espace aérien a été bloqué pendant plusieurs mois, ce qui a été nécessaire aussi pour essayer de contrer quand même l'entrée du virus et son mouvement dans le pays. Mais voilà, j'ai pu voyager normalement comme d'autres compatriotes. De premier abord, quelle est l'idée, quelle est l'analyse que vous vous faites aujourd'hui de la situation économique de notre pays? C'est une bonne question. Je pense que la situation économique du Cameroun est une situation difficile, mais qui est gérable. Le Cameroun connaît un ralentissement de sa croissance. Nos prévisions pour cette année, c'est moins 1,2%. On espère une reprise économique dès l'année prochaine, 2021, à 4% de croissance du produit intérieur brut. Donc, c'est une situation qui ressemble à celle de la plupart des pays africains. Elle est peut-être un peu difficile pour certains secteurs dans l'économie camerounaise qui ont été vraiment touchés. L'hôtellerie, par exemple, qui a connu malheureusement un timing de la crise qui était difficile parce que là, les réservations pour l'été et les voyages de touristes sont sans doute réduites. Il y a d'autres secteurs aussi. Il y a eu des mesures de confinement qui ont ralenti l'activité. Donc je pense que l'économie camerounaise subit de plein fouet l'impact de la crise qui est une crise internationale. Je pense qu'il y a également eu des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, proposées également par le secteur privé. Et je crois que les discussions sont en cours. Il n'y a pas une grosse différence par rapport à d'autres pays africains. Tout le monde est dans le même bateau, c'est le bateau de la récession et on espère simplement que la reprise reprendra dès l'année prochaine. Alors je suggère qu'on essaie de schématiser. On va parler tour à tour de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et leur impact. La crise sécuritaire à l'extrême nord et puis évidemment la crise sanitaire. Faisons un peu un point des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avant cette guerre, on sait que c'est une zone à forte production de cacao et de café, nord-ouest et sud-ouest, cette région-là, en plus d'autres activités évidemment économiques qui sont impactées, sans compter la main-d'œuvre. On sait que l'un des plus grands employeurs, sinon le premier employeur dans le secteur privé, ou alors non étatique, la CDC, est fortement marquée par cette crise. Est-ce qu'on peut faire d'abord un aperçu avant la crise sécuritaire et puis un état des lieux présent? Oui, c'est-à-dire avant la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest, excusez-moi, du nord-ouest et du sud-ouest, l'économie camerounaise dans son ensemble était quand même dans une dynamique qui était assez intéressante. On avait des taux de croissance qui dépassaient les 5%. Par exemple, en 2014, on a atteint 5,9% de croissance du produit intérieur brut. Il y avait l'implémentation des grands projets structurants. Donc, il y avait une dynamique de croissance qui était poussée par l'investissement, notamment en infrastructure et en énergie, mais aussi par une grosse production pétrolière à ce moment donné. Donc, on avait des perspectives qui étaient assez intéressantes pour l'économie camerounaise. Les grosses questions qui se posaient à cette époque-là, c'était comment rendre la croissance suffisamment inclusive. C'est-à-dire, on générait de la croissance qui était tirée par de l'investissement
et par le secteur pétrolier, mais ensuite il y avait les grosses questions, comment est-ce qu'on permet de réduire la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes, étant donné les gros déficits que nous avons dans ces secteurs-là. Donc il y avait cette, je vais dire, cette embellie-là. Malheureusement, la crise qui s'est déclenchée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a sans doute créé un ralentissement dans la dynamique qu'il y avait de l'investissement. Il a fallu faire des priorités ailleurs, il a fallu reprogrammer un peu les dépenses pour certains secteurs, y compris dans le secteur de la sécurité nationale. Donc, c'était à peu près ça l'économie camerounaise à ce moment donné. Il y avait de la croissance. Le gros du travail, c'était de la rendre suffisamment inclusive, et il y avait toutes ces stratégies qui devaient être mises en place justement dans ce sens. Et aujourd'hui donc, avec cette crise, les secteurs impactés, évidemment également en termes d'entreprises, en termes de ressources humaines, une lecture, une analyse? Oui. C'est une crise, déjà une crise sécuritaire crée de l'incertitude. Absolument. Ça crée de l'incertitude, et cela veut simplement dire que ceux qui devaient investir ralentissent en fait leurs décisions d'investissement. Le deuxième effet qu'il y a immédiat, c'est que la crise crée également une contraction de la demande. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas sortir parce que la situation est un peu compliquée. Lorsque vous sortez, vous avez peur d'être kidnappé. Cela crée également donc une contraction de la demande. Les gens n'arrivent plus à acheter suffisamment de produits. Ensuite, vous avez toute cette région dont je parle toujours. C'est une région qui avait quand même un potentiel en innovation qui était assez important. Ce n'est pas seulement la CDC qui joue un rôle important dans cette région, il y avait tout un hub technologique qui se développait dans ces régions-là. Et ça également, ça a connu un effet, il y a eu un impact négatif sur cette activité, notamment en termes d'innovation, à cause de la crise sécuritaire. Maintenant, vous avez un gros employeur comme la CDC, qui est installé là-bas, qui emploie énormément de personnes. Je pense que c'est le deuxième plus gros employeur après l'État. La CDC, à travers ses exportations de produits primaires, nous apporte quand même énormément de réserves en devises. C'est vrai que ces réserves sont mises ensemble dans le cadre de la sous-région, notamment à travers les arrangements de la zone franc, mais il y a un impact également sur nos équilibres extérieurs. C'est-à-dire l'impact, il est direct, l'investissement est bas parce qu'il y a l'incertitude, la demande se contracte parce que les ménages n'ont plus forcément d'opportunités d'emploi et les revenus sont bas. Vous avez également un impact qui est assez négatif sur les recettes fiscales parce que voilà, ces entreprises également, l'activité du secteur privé contribue à la mobilisation des recettes, donc l'État subit des pertes également, mais aussi il y a des pertes en termes de nos équilibres extérieurs. Notre balance courante de la sous-région est également impactée par la crise sécuritaire parce qu'on n'arrive plus à exporter nos produits principaux. Ensuite, il fallait peut-être commencer par là. La crise, l'impact, il est d'abord humain. Les pertes de vie, les personnes qui sont décédées. Donc, voilà à peu près la situation actuelle. C'est une zone qui est sinistrée. On parlera peut-être de comment relancer l'activité dans ces zones après un conflit. Ce n'est pas nouveau. Il y a dans des pays africains, nous avons l'expérience de conflits armés de cette sorte, d'expériences également de reprise économique dans des régions fragilisées. Donc ce n'est pas nouveau, c'est possible d'envisager des perspectives plus intéressantes pourvu qu'il y ait la paix, évidemment. En effet, justement, on va, juste après le reportage qui suit, revenir donc sur les propositions de relance les plus adaptées, sachant que le conflit n'est pas définitivement terminé. Je vous suggère de prendre la première pause de l'émission dans une vidéo choquante filmée le 11 août à Moyoka. Évidemment, c'est dans la région du sud-ouest. Vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit 3 combattants séparatistes qui ont roué de coups une jeune dame. Elle a été également traînée sur le sol. Une dame âgée de 35 ans, Confort Toumassan, était également mère d'enfant. Suivez plutôt. Ce seraient les dernières paroles de la dame torturée et tuée dans la zone de Mouyouka dans la région du sud-ouest. Au centre d'un interrogatoire, les mains liées dans le dos, elle est accusée par ses ravisseurs de traîtrise et de rapprochement avec les éléments de force de l'ordre présents dans la zone. Le militaire voulait avoir des relations intimes avec moi. Il ne me demandait pas des informations sur vous.
Je sais que quand quelqu'un part dans un camp militaire, il est un traître. Mais quand je suis allée là-bas, je lui ai dit que je ne vais plus revenir, car je sais qu'on va me considérer comme une traître parce que les militaires ne sont pas des personnes appréciées ici. Dans les réponses qu'elle apporte aux individus, au visage invisible dans la vidéo en notre possession, on apprend qu'elle a un frère en prison. Des ravisseurs qui seraient aux arrêts selon des informations et des images sur les réseaux sociaux. Des nouvelles, cependant pas confirmées par le ministère de la Défense. Le responsable de sa cellule de communication recommande de faire attention aux fausses informations. Donc, pour l'instant, il faut le dire définitivement, les auteurs n'ont pas encore été interpellés, mais les condamnations, évidemment, sont générales. Les organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement camerounais et puis les partenaires socio-économiques, tout le monde condamne cet autre meurtre d'une jeune dame dans la région du Sud-Ouest. Dans ces conditions, comment procéder à la relance économique d'une zone sinistrée comme celle-là? D'autant plus qu'on l'a dit tout à l'heure, le conflit n'est pas encore définitivement terminé. C'est une équation difficile parce que la relance ne peut être qu'une relance par de l'investissement. On ne relance pas une économie uniquement par de la consommation ou des transferts aux ménages. Il faut de l'investissement, notamment parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'investissement initial a d'abord été ralenti, d'autres formes d'investissement ont été détruites, donc il vous faut remplacer le capital qui a été perdu à cause du conflit. Maintenant, pour relancer l'investissement, vous avez deux stratégies. La première, c'est que l'État peut y aller et décide d'investir suffisamment pour permettre à l'activité économique dans la région de reprendre. Ou alors l'État peut faciliter aussi, à travers son investissement ou d'autres mesures incitatives, le secteur privé à y aller et à investir. Mais pour ça, il vous faut réduire toute l'incertitude nécessaire. Vous ne pouvez pas demander au secteur privé d'aller dans une région et investir si la paix, par exemple, n'est pas revenue. Mais il est difficile de pouvoir imaginer d'un seul coup que la paix puisse revenir comme ça et que l'investissement puisse reprendre le lendemain. Donc il faudrait, à mon avis, c'est à mon humble avis, peut-être penser une approche qui est un peu plus granulaire, c'est-à-dire qu'on pacifie progressivement la zone et on essaye d'investir en créant le signal que les choses peuvent reprendre de manière plus intéressante dans les régions ou dans les zones qui sont pacifiées. Parce que si vous investissez, y compris l'État, vous investissez d'énormes sous dans des régions où il y a encore des armes qui crépitent, cet investissement ne va pas forcément porter un grand impact en matière de création d'emplois ou de croissance économique. Donc une approche plutôt granulaire, une approche graduelle où on pacifierait ce qu'on peut déjà pacifier dès le départ et ensuite derrière on essaie de booster de l'investissement me semble beaucoup plus crédible et beaucoup plus efficient également étant donné la rareté des ressources budgétaires dont le Cameroun fait face. Et dans ces conditions, comment est-ce que, je veux dire, les populations pourront en bénéficier éventuellement? Il faut une approche participative. D'accord? Donc nous sommes déjà dans le grand thème de la décentralisation, il faut donner plus d'autonomie aux régions et là je pense que c'est un cas d'école qui s'offre à nous, nous Camerounais en matière, nous les intellectuels, en termes de réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas créer des formes de ce qu'on appelle des CDD, des Community Driven Development? Donc ce sont des stratégies communautaires où la communauté elle-même identifie quels sont les besoins prioritaires, remonte l'information au niveau des autorités régionales et ces autorités donc font l'équation avec les ressources qui sont mises à la disposition dans le plan de relance pour voir donc ce qui peut être prioritaire. Parce que M. Dipita, il est juste difficile dans une zone qui est sinistrée, une zone fragilisée, de pouvoir avoir la prétention que nous savons ce dont les populations ont besoin sans avoir parlé aux populations. Je pense que lorsque vous avez pacifié une certaine partie et les populations vous expliquent que notre priorité maintenant c'est peut-être l'eau potable parce que nos enfants ont des diarrhées, on a de la mortalité infantile, etc. Nous avons besoin prioritairement d'eau potable, peut-être même avant l'électricité. Vous voyez que vous pouvez orienter les ressources dans ce sens. Et cette approche en fait où les voix de les populations arrivent au niveau des décideurs renforce le caractère inclusif en fait de la stratégie de relance, qui serait une meilleure stratégie qu'une autre stratégie qui consisterait à avoir simplement une vision d'ensemble et dire
nous savons exactement ce qu'il vous faut et on vient vous donner ce qu'il vous faut. Une approche participative, ce qu'on appelle le Community Driven Development Approach, c'est une approche justement qui permettrait, étant donné les sources également du conflit dans la région, on connaît la fronde qui a eu là-bas, qui a déclenché ce conflit, il faudrait que les voix des populations puissent remonter en termes de besoins et que les autorités, y compris le secteur privé, utilisent ces informations pour une meilleure prise de décision. Je signale qu'il y a un plan de reconstruction qui est lancé depuis quelques semaines déjà, et conduit par le ministre Paul Tasson. Évidemment, le plan de reconstruction essaye de prendre en compte tous ces paramètres-là. La situation est toujours instable. Je rappelle que c'est quand même 45% environ de production de cacao, près de 75% de production de café arabica, sans compter les huiles qui sont produites dans ces secteurs-là. Et évidemment que ça a eu un impact même sur le PIB de la République. C'est tout à fait exact. Ça a un impact non seulement sur le PIB, ça a un impact déjà sur l'emploi. Parce que nous sommes un pays qui a besoin de créer des emplois massivement. Massivement, M. Dipita. En 2050, d'ici 30 ans, la population camerounaise, d'après les projections des Nations Unies, atteindra 50 millions d'habitants. 50 millions en 2050, dans 30 ans. Donc nous avons un besoin vraiment important de créer des emplois. Et la situation au nord-ouest et au sud-ouest a justement ralenti les perspectives d'emploi, de création d'emplois qu'il y avait là-bas. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, vous avez des revenus qui baissent. Si vos revenus baissent, vous ne pouvez pas consommer, le secteur privé ne peut pas investir. Donc ça crée une sorte d'engrenage, d'un cercle vicieux en fait, où les frustrations même s'accélèrent, s'aggravent, vous voyez, parce que la situation est créée et les populations en souffrent au niveau de leurs revenus. Mais ça a un impact également sur nos équilibres extérieurs. Je le précise toujours, chaque fois qu'il faut parler du Cameroun, il ne faut jamais oublier que nous appartenons à une union monétaire et nous avons comme contrainte, c'est toujours d'exporter pour avoir des devises. Pour pouvoir renforcer la crédibilité de notre régime de change que nous avons, la parité fixe que nous avons avec l'euro. Et vous avez parlé des produits agricoles qui sont exportés depuis cette région, un ralentissement de la production, par exemple de la CDC, parce que dans les champs, vous avez des combattants, des sécessionnistes qui kidnappent des gens. Ça ralentit également la capacité du Cameroun à produire suffisamment de recettes d'exportation. Donc ça va vraiment au-delà simplement du PIB, ça a des impacts redistributifs forts au niveau de la pauvreté, au niveau des pertes humaines, mais également au niveau de notre équilibre extérieur. Je vous suggère de prendre la deuxième pause de cette émission. On va rester dans le nord-ouest, ou précisément dans le sud-ouest cette fois-ci, où là-bas, les autorités municipales font tout pour tordre le cou au mot d'ordre de ville morte. Vous le savez, ce mot d'ordre a été lancé par les séparatistes qui consiste tous les lundis à obliger les populations, les commerçants notamment à fermer boutique. Les autorités municipales de Koumba donc tentent le tout pour inciter les commerçants à ouvrir leurs boutiques. Attention, les commerces non ouverts peuvent en pâtir. Suivez ce reportage. Il passe et les scellés suivent. Le préfet du département de la Mémé, nous sommes là dans la région du sud-ouest, est descendu ce lundi au marché principal de Koumba avec dans sa suite le maire de la ville, le maire de la commune d'arrondissement de Koumba 2e. Objectif, sceller les commerces qui ont respecté le ghost town. Nous, le conseil, avons décidé de faire cette opération dans le but de stopper les villes mortes. Voilà pourquoi je suis dehors avec mon équipe, le sous-préfet et les autres autorités de ma zone pour s'assurer que les boutiques sont scellées. Cette phase répressive arrive après des communiqués appelant les commerçants à ne plus fermer leurs échoppes les lundis. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Si un commerce est scellé, les propriétaires doivent venir dans mes services après 6 jours. Je pense qu'avec cela, la population va changer sa façon de penser. Si votre boutique est scellée lundi, vous venez le lundi qui suit. Vous payez 25 000 francs et votre boutique sera réouverte. Cette campagne initiée par les autorités de la ville de Koumba en est à sa 3e sortie. Rappelons que les villes mortes ont été instituées par des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à une crise sociopolitique depuis 2016.
D'une crise à l'autre, Boko Haram à l'extrême nord fait presque autant, sinon plus de dégâts que dans les régions nord-ouest, sud-ouest et les séparatistes. Là-bas également, l'économie camerounaise prend un véritable coup. Les commerces et les industries locales n'arrivent plus évidemment à tourner à 100%, ce qui évidemment impacte les populations. Là également, on peut en dire 2 ou 3 mots. Oui, on peut en dire 2 ou 3 mots. Et ensuite, ce qui est important de souligner quand même, c'est que ces crises ont un timing qui est assez, on va dire, comme une forme de synchronisation du timing, parce que l'activité désastreuse de Boko Haram au nord du Cameroun commence véritablement à partir de 2014. C'est là où on a vraiment des grosses attaques de Boko Haram que notre armée a essayé de repousser, et a repoussé, je veux dire, de manière avec beaucoup de succès quand même au fil de ces dernières années. Donc, et ensuite, il y a le début de la crise au nord-ouest et au sud-ouest quelques années après. Donc, je pense qu'il faudrait préciser ici que l'économie également, l'économie camerounaise à cette époque-là, était une économie qui avait l'ambition de pouvoir réaliser ce grand pari de l'émergence en 2035. Donc les projets structurants avaient démarré, il y avait une forte croissance. Donc c'est dans ce contexte-là, je le reprécise encore, que ces 2 crises sont arrivées. Donc ces crises nous ont mis sur un sentier parallèle de croissance qui n'était pas le sentier initialement prévu. Ça a permis malheureusement de réorienter certaines ressources budgétaires pour le renforcement de la sécurité, des frontières, etc. Donc la crise au nord, malheureusement, à l'extrême nord aussi, arrive dans un contexte où il faut quand même le préciser, c'était déjà des régions quand même les plus pauvres au Cameroun en matière de, si vous regardez tous les indicateurs de développement humain, le taux de scolarité, la mortalité, l'activité économique, c'était des régions qui étaient assez pauvres. Donc il y a là une ouverture malheureuse quand même pour notre pays, c'est que des formes de radicalisation dans des environnements pareils sont rapidement implémentables. C'est-à-dire que vous avez une secte qui peut facilement radicaliser une partie de la population lorsque les besoins sont importants. Donc on peut parler de comment est-ce qu'on peut envisager des choses, mais là il y a ce fameux problème de divergence en fait entre régions. Lorsque dans un pays, vous avez une partie de l'activité économique qui reste très concentrée dans 1 ou 2 régions et le reste du pays a une activité qui est relativement plus faible que là où les pôles de croissance se font, ça peut créer, dans certains cas, comme dans le cas notamment au nord aussi, vous avez une secte étrangère qui peut arriver à radicaliser une partie de la population à cause de justement ces déficits en fait de convergence qu'il y a. Donc il y a un gros problème. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive tous en tant que Camerounais à repenser le modèle de convergence régionale. Passer au-delà de l'équilibre régional que nous avons, qui a permis y compris apporter une certaine stabilité politique et de la paix sociale, mais aller au-delà de l'équilibre régional et penser la convergence régionale, qui consiste à dire, chaque année par exemple, on peut avoir un rapport qui est discuté à l'Assemblée nationale, qui fait état de la situation de la convergence entre les régions du Cameroun. Est-ce que la Damawa a connu des progrès par rapport à ce qui avait été prévu? Est-ce que la région du centre a connu des progrès? Est-ce que nous avons cette dynamique de convergence qui participe aussi là de vraiment cette volonté de rendre la croissance plus inclusive, y compris sur le plan géographique. Et donc les régions du Nord qui bénéficient aussi d'un soutien de l'État pour relancer l'activité là-bas sont des régions qui sont structurellement quand même en déficit dans plusieurs secteurs. Et cela n'est pas très bon lorsque vous avez des groupes sécessionnistes ou des sectes religieuses de pays étrangers qui circulent dans la région. De ce point de vue, la thérapie est-elle également celle que vous envisagez ou alors proposiez tout à l'heure dans les régions nord-ouest, sud-ouest? Comment relancer l'activité là-bas? Il est clair, vous l'avez dit également, que l'armée camerounaise a quand même pu contenir ces attaques de Boko Haram. Aujourd'hui, on peut évidemment envisager une relance économique qui pourrait effectivement occuper les populations et donc les désintéresser à ne plus être plus ou moins soumises à ces secteurs-là. Quelle est la thérapie? Il n'y a pas de thérapie magique en économie. En économie, on essaie toujours de tester des choses. C'est pour ça qu'il vous faut des données pour voir si vous devez recalibrer à chaque fois ou pas. Donc, il n'y a pas de thérapie magique. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir
la thérapie, mais il y a des pistes de réflexion qui sont certaines. C'est une région où le profil démographique des populations, quand même, il y a une forte population jeune. Il y a une forte population jeune et c'est ça qui crée le risque justement de radicalisation. Parce que des jeunes peuvent facilement être enrôlés dans des groupes armés. Il y a une population jeune qui est aussi, il y a une grosse partie qui a besoin de travailler, d'avoir un travail formel, d'avoir des revenus certains. Donc la stratégie principale devrait être à court terme de réfléchir à comment renforcer la capacité d'absorption de l'emploi, de créer des emplois en fait dans cette région rapidement. Donc une activité à fort contenu travail. C'est très important parce que ça occuperait les gens. Ça permettrait aux gens également d'avoir cette connexion, de se rendre compte que la croissance que le Cameroun génère en matière, au niveau agrégé peut également ruisseler dans cette région. Il faut aussi rapidement investir dans les secteurs sociaux. Parce que lorsque vous avez une crise comme celle-là, y compris aussi dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez quand même un arrêt de certaines provisions de qualité de services publics et de services sociaux. Donc il faut investir dans ce qui est éducation, dans ce qui est santé, dans ce qui est infrastructure, mais avec pour objectif vraiment, le mantra, ça doit être comment nous créons des conditions d'emploi pour ces jeunes pour éviter la radicalisation. Parce que lorsque vous avez un mouvement de ce type-là, qui essaie de radicaliser une partie de la population parce qu'il y va de leur stratégie, plus la population adhère à leur langage, à leur projet, plus ça devient compliqué pour l'armée camerounaise de pouvoir gérer. Donc éviter la radicalisation en créant des conditions rapides d'emploi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'investissement. Vous ne pouvez pas créer de l'emploi si on n'investit pas. Et l'État tout seul ne peut pas investir. Il faut que le secteur privé y aille, il faut des incitations, il faut réfléchir à quelle forme d'infrastructure on a besoin, quelle forme d'incitation l'État pourrait proposer, y compris même des vacances fiscales, dans certains cas, si c'est possible, en fonction de l'espace budgétaire que nous avons, comment réintéresser le secteur privé dans ces régions. Il est clair que le tourisme est déjà dans cette région qui apportait pas mal d'emplois, vous voyez avec le parc de Ouaza et tout ça, a connu forcément un gros coup d'arrêt. Donc il faudra repenser une transformation structurelle de cette région-là vers d'autres secteurs plus porteurs, mais à fort contenu emploi, parce que pour gagner la guerre de Boko Haram, il faut que les jeunes soient employés. Absolument. Il faut que les jeunes travaillent, qu'ils aient des opportunités. C'est la seule condition pour éviter la radicalisation. Alors d'une crise à une autre, on va parler de la Covid, évidemment, qui a également un certain nombre d'impacts sur l'économie nationale. Mais avant, il y a une autre épidémie, cette fois-là, dont on ne parle pas beaucoup, très peu, ces derniers temps, qui a ressurgi. Et au 31 juillet 2018, le bilan cumulé en termes de cas de choléra au Cameroun est de 158 cas suspects, dont 14 confirmés et 11 décès, faisant 7% de létalité. 2 régions sur 6 sont en épidémie, donc parlant du choléra. Il s'agit de la région du Nord, 75 cas, 10 décès, et la région du Centre, 45 cas et 1 décès. Je rappelle que ces statistiques de l'OMS datent du 31 juillet 2020. Alors, 4 régions, à savoir le littoral, 35, il y a des cas suspects au littoral également, et d'ailleurs des cas de mort également. Et chacune de ces régions ont donc suscité le déploiement de dispositifs d'encadrement de cette épidémie-là. Et je vous suggère de revoir ça dans le reportage qui suit. Plus de 700 cas déjà recensés dans la seule région du littoral, avec une quarantaine de décès déjà enregistrés, le choléra a refait surface au Cameroun. Tant que l'Afrique, le Cameroun et Douala particulièrement sont des zones d'endémie de choléra, c'est-à-dire le choléra existe toujours un peu de façon permanente. Il arrive donc à certaines périodes, on note une augmentation anormale des cas, et là on va parler d'épidémie. Donc je pense qu'avec des pluies qui viennent par intermittence, avec des habitudes alimentaires, nous pouvons avoir toujours cette augmentation des cas. Sont principalement touchés les quartiers Japoma, Bonabéry, Nilong, mais surtout Newbel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Newbel, qui est presque toujours touché à chaque fois que frappe le choléra, ceci peut être en raison de la promiscuité qui y règne. Dans la zone de Newbel, où le quartier connaît beaucoup plus
une qualité d'hygiène douteuse. Les gens mangent beaucoup plus en groupe dans les tournées d'eau et on note également les eaux de ruissellement partout qui ne sont pas bien respectées. Les enfants qui marchent dans les eaux de ruissellement ramassent les ballons qu'ils jouent avec, ne se lavent pas les mains après et même certains adultes ne pensent pas à se laver les mains avant de manger. Et lorsqu'une personne est atteinte, vivant un peu dans la promiscuité, la forte propension de l'épidémie est immédiate. Comme avec la Covid-19, les médecins appellent au respect strict des règles d'hygiène, seuls qui pourront éviter une plus grande saignée. Vous avez certainement eu les statistiques, 700 cas déjà à Douala en termes de cas déclarés de choléra. Et on a focalisé sur le quartier Newbel, dont on sait que c'est l'un des foyers souvent pris par cette épidémie ici à Douala. Parlons Covid, parce que c'est également c'est une pandémie évidemment qui fait énormément de dégâts à travers le monde, au Cameroun aussi. Ce soir, au Cameroun, on enregistre 18 118 cas confirmés de la Covid, dont 16 540 qui ont été guéris, 401 morts et 1177 cas actifs, dont 128 hospitalisés et 11 sous oxygène. Ce sont les statistiques à ce moment-là pour dire, Christian, que la Covid également fait partie de ces pandémies-là qui, au Cameroun comme ailleurs, impactent énormément l'économie nationale. Oui, et c'est la pandémie, on va dire, de notre génération. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'économie mondiale, comme ça, se retrouve en situation de récession dans tous les pays. Tous les pays connaissent un ralentissement de l'activité, une contraction même de l'activité à des niveaux qui sont quand même différents, mais c'est clair que c'est une grosse perte pour plusieurs secteurs de l'économie camerounaise. On en a parlé, le secteur du tourisme, le secteur du commerce international, avec des baisses de demande de la part de nos partenaires étrangers, le secteur même public, avec des baisses de recettes fiscales, etc. Donc c'est une grosse situation à gérer pour le gouvernement, et ce n'est pas seulement au Cameroun. Il est important, à mon sens, lorsque vous avez un choc de cette ampleur, c'est de commencer à réfléchir vraiment à comment utiliser ce choc en fait pour une remise en question s'il le faut. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comment nous pouvons faire, comment nous pouvons renforcer notre capacité de résilience par rapport au prochain choc qui peut arriver, parce qu'il y aura d'autres chocs, forcément. Donc voilà, il y a eu des baisses d'emploi, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des personnes qui sont décédées, des familles endeuillées. C'est l'une des plus grosses crises jamais connues dans l'histoire de l'humanité. Donc le Cameroun, évidemment, est exposé à travers son exposition au reste du monde, mais aussi à travers les mesures de confinement qu'on a dû devoir mettre en place au Cameroun pour pouvoir déjà sauver des vies, mais après, il y a eu un impact quand même négatif sur l'économie. Et justement, le GICAM, le groupement interpatronal camerounais, dans une sortie assez récente, parle de plus de d'environ 96,6% d'entreprises déjà impactées par cette pandémie-là, et croit savoir que les mesures gouvernementales ne sont pas assez suffisantes, tout au moins pour les entreprises que ce groupement patronal encadre. Environ moins de 10% de ces entreprises sont satisfaites et plus de 40% ne le sont pas totalement. Il s'agit j'imagine que c'est une enquête qui a été réalisée par le GICAM. Je pense qu'il y a une enquête également qui a été réalisée par l'Institut national de statistique, qui avait des statistiques également qui montraient qu'effectivement l'impact de cette pandémie sur l'économie camerounaise est sévère. Donc, les mesures il y a deux types de mesures lorsque vous faites face à une pandémie comme ça, et l'observation internationale, lorsque nous regardons ce qui se fait dans d'autres pays, y compris les pays africains,
vous avez deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? À court terme, vous avez une crise sanitaire, il faut absolument sauver des vies, il faut sauver des populations, il faut prévenir la contagion. Donc je pense que les efforts qui ont été faits dans le secteur de la santé pour apporter tous les moyens possibles et nécessaires pour pouvoir permettre à la pandémie de ne pas trop progresser au Cameroun, mais également de sauver ce qu'on peut, est une stratégie qui est appropriée. Mais généralement, il faut également savoir que dans des États comme les États africains où nous avons quand même des progrès toujours à faire en matière de gouvernance, il ne faut pas que cette crise, y compris les moyens que nous mettons en place, les moyens qui sont rares, faut le souligner, parce que ce sont des impôts des populations que nous utilisons pour pouvoir mener à bien certains projets. Donc il ne faudrait pas que ces opportunités-là d'utilisation de la dépense publique pour pouvoir sauver des vies soient mal gérées. Vous voyez, il faudrait quand même s'assurer que tous les garde-fous sont mis en place pour être sûr qu'effectivement, dans le secteur de la santé, dans d'autres secteurs où on essaye de soutenir l'activité, qu'il n'y ait pas de fraude, que ce soit vraiment les personnes les plus vulnérables qui en bénéficient, qu'il n'y ait pas forcément de gâchis. Donc ça, c'est à court terme, comment vous sauvez les vies et comment vous essayez d'apporter la première aide aux entreprises à besoin de liquidités. Il y a eu des mesures prises par le gouvernement camerounais. Dans d'autres pays, il y a eu des mesures également qui peuvent être dites plus ambitieuses ou alors plus innovatrices. Je pense par exemple à la Guinée-Conakry, qui est récemment en train de proposer un plan de soutien à 240 000 ménages, donc c'est près de 1,5 million de personnes en Guinée, grâce à un programme très très innovant que le Togo a également implémenté il y a quelques mois. C'est ce qu'ils appellent des cash transferts, des transferts directs aux ménages. Vous voyez, dans ces pays comme au Cameroun, les populations ont toutes des comptes Orange Money ou de téléphonie mobile ou MTN Money, etc. Donc ces comptes de téléphonie mobile sont utilisés dans ces pays-là, justement après identification par de la biométrie. On identifie les ménages les plus vulnérables, on travaille avec l'Institut national de statistique pour rapidement établir un profil de pauvreté de ces ménages et rapidement on peut procéder à un transfert mensuel et dans le cas de la Guinée par exemple c'est pendant 6 mois, un transfert directement dans les comptes de téléphonie mobile des ménages les plus vulnérables à des transferts monétaires. Mais ça également, il faut savoir que ça dépend des contraintes. Lorsqu'un pays fait face à des contraintes budgétaires, un espace budgétaire qui est relativement serré, donc il ne peut pas dépenser sans compter, les mesures peuvent avoir une intensité différente. Donc si vous avez par exemple des contraintes de liquidité pressantes et qui font que vous ne pouvez pas faire des transferts directs par exemple, vous pouvez plutôt soutenir les entreprises d'une autre façon. Par exemple, vous pouvez penser à des programmes de garantie. Vous pouvez garantir notamment pour le cas des petites et moyennes entreprises qui dans la situation normale, déjà, n'ont pas un accès au crédit qui est suffisamment simplifié. Les petites et moyennes entreprises souffrent de contraintes liées à l'accès au crédit bancaire. Vous pouvez faciliter quand même à travers des garanties, y compris publiques, créer une institution, par exemple, qui peut permettre d'apporter sa signature à certaines entreprises, petites et moyennes entreprises, qui sont viables et qui souffrent malheureusement de certaines contraintes de liquidité en ce moment à cause de la pandémie du Covid-19. Donc il y a des mesures à la fois qui impactent directement le déficit. Les mesures de transfert direct aux ménages vont impacter le déficit. Donc si vous avez énormément de contraintes, vous pouvez penser à des mesures qui sont au-delà du déficit budgétaire, des mesures par exemple de garantie ou simplement la signature de l'État peut permettre d'ouvrir quand même un certain nombre d'opportunités à certaines entreprises. Je pense à certains secteurs comme les secteurs qui sont hyper sinistrés par la crise. Ces secteurs pourraient bénéficier dans certains pays ou dans certains environnements de garanties de l'État pour pouvoir permettre aux banques de leur faire davantage confiance. On sait également que notre économie est quand même fortement marquée par l'informel. Derrière, on va essayer de voir un peu comment intéresser ce secteur-là, qui n'est pas forcément dans le schéma classique que vous venez de décrire. Mais je suggère de revenir sur cet autre élément de la semaine. Il s'agit de la tenue d'une session du Conseil supérieur de la magistrature qui a eu lieu le 10 août, c'était lundi dernier, et a abouti à d'importants changements dans la magistrature. Suivez ce reportage. C'est une réunion qui était très attendue dans le corps de la magistrature depuis le 7 juin 2017, il y a 3 ans.
prévue d'emblée le 6 août dernier. Elle a été reportée au 10 août, le président de la République étant toujours en séjour dans son village natal, Mbomeka. C'est le 9 août qu'il a regagné la capitale politique afin de présider ce conseil qui s'est tenu sous fond des crises. Crise sanitaire Covid-19 et crise au sein de la magistrature camerounaise. L'on annonçait en effet des sanctions allant jusqu'à la révocation de certains magistrats véreux. Le Conseil en a décidé autrement. Il n'y a pas eu de dossier disciplinaire instruit. C'est quand le Conseil de discipline finit de faire l'instruction que le président public décide de traduire un magistrat devant le Conseil supérieur de magistrature en conseil de discipline. À ce moment-là, il peut être assisté par un avocat ou par un de ses pairs. Cependant, au cours de ces travaux qui se sont tenus à huis clos, les 17 membres du Conseil de la magistrature ont donné leur avis sur le fonctionnement de la magistrature camerounaise, notamment en ce qui concerne la nomination des magistrats qui suscite d'intenses débats ces derniers jours. Aussi, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont sollicité des clarifications sur les véritables missions du magistrat, très souvent incompris au sein de l'appareil judiciaire. Ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat. Un conseil de discipline a été mis sur place, les membres ont été désignés et le travail de ce conseil de discipline, c'est de veiller justement à ces dérives. Il faut noter que les membres nouvellement nommés au sein de ce conseil ont prêté serment à l'issue des travaux. L'extrait du ministre d'État Laurent Esso, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. L'extrait qu'on a retrouvé dans cet élément a été recueilli évidemment chez nos confrères de la télévision nationale, la CRTV. Cela dit, reparlons donc Covid, ou poursuivons avec Covid. On en était à parler des interventions, notamment au secteur informel, oui, qui, s'il n'est peut-être pas dans le schéma classique d'une économie normale, permet quand même à certains foyers, à certains Camerounais, de vivre au quotidien. Et seulement dans ce schéma-là, comment est-ce que les mesures gouvernementales Covid peuvent permettre à cette autre catégorie de personnes de retrouver, qui sait peut-être, le chemin de leurs affaires? C'est une excellente question. Le secteur informel est une problématique qui est très très délicate et très importante à la fois en tant que, lorsque vous êtes économiste, vous comprenez les impacts directs que le secteur informel peut avoir en matière d'efficacité de la politique, de l'action publique. Je prends un exemple. Si vous voulez faire un programme de relance, vous voulez aider les ménages par exemple, ou aider certaines entreprises, des PME dans un secteur, et que ce secteur est un secteur qui évolue dans le noir, c'est-à-dire il est dans l'informel, les entreprises ne sont pas enregistrées, ou alors les activités même de certains ménages ne sont pas connues de la part des autorités. Il est vraiment difficile de pouvoir, sans visibilité, même aider les gens. C'est-à-dire, il vous faut déjà identifier les personnes, identifier les petites et moyennes entreprises, qu'elles aient un compte bancaire pour que vous puissiez même apporter un soutien, etc. Donc, le secteur informel peut réduire en fait l'efficacité même de la dépense publique sur l'économie. Parce que, justement, il y aurait ces pertes-là et cette difficulté à pouvoir identifier même les bénéficiaires. Donc, dans notre cas, le secteur informel au Cameroun, et ça c'est mon observation, a permis quand même, je veux dire, a été résilient. Il a été résilient parce que nous avons vu très rapidement comment certains masques ont pu, même de manière artisanale, être produits, alors que dans certains pays du monde, il a fallu attendre qu'on importe tous les masques venant de Chine, par exemple, pour pouvoir les distribuer à la population. Donc ça, le secteur informel, je le dis toujours, l'économie camerounaise est résiliente parce que, premièrement, sa population, d'abord, elle-même est résiliente. C'est ça qui fait la résilience, principalement, d'abord, de l'économie camerounaise. Ensuite, capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation. Aux situations qui se présentent. Aux situations complexes, parce que notre pays a connu beaucoup de situations complexes. Déjà en 1994, avec les doubles dévaluations, parce que les gens ne le savent pas, il y avait une dévaluation interne avec les baisses de salaire, ensuite une dévaluation externe qui était le changement de parité, et les gens se sont adaptés. Mes parents aussi se sont adaptés, donc je sais exactement de quoi je parle de cette époque-là. Donc le secteur informel, malheureusement, pose aussi un problème au Cameroun. Le premier problème, c'est qu'il ne permet pas à l'État de pouvoir augmenter sa capacité de collecte
pour pouvoir utiliser cet argent pour fournir des biens publics aux populations. Parce que l'État, l'État utilise l'impôt pour pouvoir répondre aux besoins des populations. C'est ça une grosse partie de sa mission. Donc quand vous avez un secteur informel qui est très développé, il réduit en fait les capacités de mobilisation et de collecte de l'État, ce qui malheureusement entraîne une qualité du service public qui peut être critiquable ou alors un manque de suffisamment d'infrastructures parce que l'État n'a pas un espace budgétaire qui est important. Donc, les mesures gouvernementales prises pour essayer d'endiguer la pandémie ou répondre, elles vont toucher le secteur informel de manière indirecte. C'est-à-dire que si vous relancez l'économie, ou si vous essayez d'atténuer le choc sur l'économie formelle, parce que vous essayez d'aider les entreprises formelles, les ménages qui sont identifiables, etc., vous aurez là un impact aussi sur ce secteur informel que nous avons au Cameroun. Parce que ce secteur informel dépend dans sa structuration de l'activité du secteur formel. Parce que ça dépend de quoi? Une maman qui achète une bouteille d'huile qu'elle va détailler devant sa maison en vendant dans des petits bols, ça c'est un achat qu'elle fait dans du secteur formel, qu'elle vient détailler, elle fait une micro-vente. Comme de sous-traitance, exactement. Qui dit pas tout à fait donc si vous avez une forte contraction de l'activité économique dans l'économie formelle, ou même la production d'huile ne se fait plus, alors vous avez un impact également dans le secteur informel qui ne peut pas continuer à créer ce rôle de relais en fait d'une certaine partie de la production vers des ménages les plus défavorisés. Donc il y a ce gros problème qui est très important à gérer, c'est comment nous transformons notre secteur informel de manière à ce qu'on ait cette forme de transformation structurelle où le secteur informel mute et devienne un secteur relativement intégré et relativement mieux connu avec une meilleure visibilité de la part des services publics. Donc là, vous avez toute la problématique de l'emploi, de la formation, vous avez besoin d'attirer des investissements étrangers directs, mais ça, ce sont des vieux problèmes dont le Cameroun fait face et d'autres pays aussi, mais il faut toujours travailler dans ce sens. Donc pour moi, le secteur informel, dans le court terme, sur le court terme, a permis aux ménages de s'adapter. Pendant la pandémie, il y a eu la production de masques, il y a la production même de certains gels hydroalcooliques de manière artisanale, dont je ne sais pas très bien s'ils étaient efficaces ou pas, mais bon, il y a eu ces mesures que j'appelle toujours le système D, le système débrouillardise. Mais à long terme, le secteur informel est un challenge pour l'économie. Il faut le transformer pour que tout le monde puisse en bénéficier, que la croissance puisse facilement arriver à tous les pans de l'économie. On a pu observer parmi les mesures gouvernementales qu'il y a eu un collectif budgétaire d'environ 500 milliards de francs. Jusqu'où peuvent aller les pouvoirs publics pour, évidemment, non seulement poursuivre la lutte contre cette pandémie, mais essayer de garder un environnement économique favorable aux entreprises, aux activités, pour maintenir tout au moins le cap et garder la tête hors de l'eau. Il y a eu cet ajustement à mi-parcours du budget parce que vous avez l'impact de la crise. Vous avez l'impact de la crise et la plupart des pays du monde ont dû modifier leur budget. Après, les directions peuvent changer. Vous avez certains pays qui ont fait le choix d'une relance importante, d'un soutien à l'économie de manière importante. Je parle notamment des grands pays avancés, parce qu'ils ont également la politique de leurs moyens. Ce sont des pays qui émettent des devises internationales, ils ont des monnaies de réserve, donc ils peuvent se permettre de faire des plans de relance extrêmement ambitieux ou des plans de stabilisation très ambitieux. L'Union européenne, par exemple, vient d'adopter un plan de 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne dès l'année prochaine. La Banque centrale européenne a injecté près de 600 millions d'euros dans l'économie. Donc vous avez ces gens de pays qui peuvent, parce qu'ils ont des monnaies internationales comme monnaie principale, voilà, qui peuvent relancer l'économie sans trop se soucier de la contrainte extérieure. Ce sont des pays aussi qui s'endettent dans leur propre monnaie. Dans le cadre de pays africains et des petites économies ouvertes comme le Cameroun, la situation est beaucoup plus compliquée. Parce que même si vous avez un choc comme celui-là qui baisse vos recettes fiscales et qui forcément entraîne une augmentation du déficit parce que les dépenses augmentent, il faut soutenir le secteur de la santé, il faut apporter une certaine assistance aux ménages, aux entreprises dans certains secteurs, il faut reporter le paiement d'impôts par exemple. Donc tout ça a un impact sur le déficit. Comment vous le financez? C'est vraiment très simple, M. Dipita. Si vos revenus baissent et vos dépenses augmentent, il vous faut combler l'écart. Comment vous financez ça? Soit vous faites recours à l'emprunt,
Donc il faut s'endetter. Vous pouvez vous endetter au niveau local si vous pouvez, mais la plupart de vos dépenses aussi sont des dépenses en importation. Donc même si vous vous endettez en francs CFA et il faut que vous achetiez des produits importés, par exemple pour certains appareils ou certains produits bien spécifiques pour certains secteurs, il vous faut en fait faire ces dépenses en devises. Donc si vous endettez en francs CFA en monnaie locale sur le marché régional, ça peut ne pas forcément vous être utile. Ou alors vous pouvez faire appel à certaines initiatives internationales, comme le Fonds monétaire a apporté une assistance au Cameroun de 226 millions de dollars pour permettre de soutenir quand même l'économie et les efforts du gouvernement. Et là, c'est un bon apport parce que c'est un apport en devise et c'est un apport à taux d'intérêt zéro, voilà, avec une payable sur une certaine durée, avec une période de grâce, etc. Donc, c'était un apport qui était utile. Mais il y a également d'autres mesures. Nous avons un endettement vis-à-vis de certains bailleurs extérieurs. Il y a des initiatives, par exemple, menées par les pays du G20 qui consistent à suspendre temporairement le paiement de services de la dette de la part de certains pays, comme les pays africains, à cause de la crise du corona. Donc ces mesures-là peuvent également permettre de créer l'espace budgétaire pour pouvoir permettre au Cameroun de pouvoir répondre suffisamment à la crise. Mais le gros risque quand même, M. Dipita, c'est que se passe-t-il s'il y a une deuxième vague? Que se passe-t-il s'il y a une deuxième vague qui reprend dans les pays européens et aux États-Unis? Ça s'observe d'ailleurs. Mais que se passerait-il si on replongeait dans un confinement strict de 3 mois encore, avec les conséquences désastreuses que nous avons eues sur le plan économique? Cela serait, pour moi, c'est l'un des risques les plus importants pour l'économie camerounaise en ce moment. C'est le risque de deuxième vague. Est-ce que nous avons une capacité de riposte qui est prête? Est-ce qu'il y a un contingency plan? Est-ce qu'il y a une proposition qui est claire et faite pour pouvoir être prêt à avoir déjà suppléé le plan à dérouler si nous passons à la phase la plus critique? Mais vous qui en êtes expert, en cas de deuxième vague, oui, que peut-on faire? Que doit-on faire? En cas de deuxième vague, déjà, il faut pouvoir comprendre quelle est l'ampleur et la magnitude, le niveau en fait de sévérité de cette deuxième vague. S'il s'agit d'une deuxième vague qui peut être contenue par des mesures de confinement partiel, alors l'économie pourrait ne pas en subir un effet très direct. S'il s'agit de repartir dans un confinement strict de l'économie mondiale, comme nous l'avons vu entre avril et juin dans certains pays, là, ça c'est beaucoup plus compliqué. La grosse stratégie pour moi, c'est d'identifier quels peuvent être les différents scénarios qui viendraient de cette deuxième vague. Il y a plein d'études qui vous montrent ce que cela engendrerait en termes de baisse en termes du cours du pétrole, par exemple dans le monde, en termes de resserrement des conditions financières sur les marchés, en matière de baisse du commerce international, etc. Lorsque vous avez donc ces paramètres exogènes qui vous sont donnés par ces projections faites par des analystes, maintenant, vous pouvez identifier quels peuvent être l'impact sur votre économie. Mais il est important d'avoir déjà préparé des scénarios clairs de comment nous allons redéployer un plan pour pouvoir stabiliser l'économie en cas de deuxième vague, parce que c'est le risque le plus important dont fait face l'économie mondiale. Dans le cas du Cameroun, je pense que nous avons certains outils que nous pouvons déployer. Si cette deuxième vague devrait arriver, si les conséquences sont désastreuses, mais ce sera quand même assez difficile d'imaginer que nous devions le faire tout seul. Il faudra une assistance internationale sans doute qui devra, y compris en matière d'assistance technique, dans ce sens-là. Je reviens à vous tout à l'heure pour évoquer certainement ces outils que vous évoquez, qui pourraient nous, évidemment, permettre de survivre à nouveau à une autre vague de la Covid. On va prendre le dernier reportage avant de conclure cette émission. Il s'agit de cette décision du gouvernement camerounais qui a annulé sa récente autorisation d'exploitation d'une forêt vierge, la forêt de Ebo. La décision a été annoncée le 11 août. Il s'agit ici d'un revirement souhaité par les organisations non gouvernementales qui avaient notamment souligné la présence de primates menacés d'extinction dans cette zone mi-juillet. Le gouvernement camerounais avait donc décidé d'affecter à la production du bois d'œuvre plus de 68 000 hectares de la forêt d'Ebo. Cette forêt est située au nord de la capitale économique Douala.
les communautés locales et Greenpeace avaient dénoncé cette décision. Voici en quelques mots les détails de cette décision. C'est littéralement une raclée que le chef de l'État, à travers le communiqué Radio Presse signé ce 11 août 2020 par le secrétaire général des services du Premier ministre, assène au ministre des Forêts et de la Faune et plus loin au Premier ministre chef du gouvernement. Lui, ministre des Forêts, qui le 4 janvier 2020 classait au domaine privé de l'État une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006 et située dans les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral. C'est d'ailleurs à ce même Premier ministre chef du gouvernement qui, le 14 juillet 2020, signait ce décret qu'il sera demandé d'y soi le 6 août dernier sous la forme d'un autre décret, nous apprend le communiqué Radio Presse de Séraphin Magloire Fouda. Ce qui se dit, c'est que le gouvernement, à travers son ministre Jules Dorindongo, entendait accorder cette portion de forêt à des opérateurs sous forme de concession forestière, espace qui à la base devait être transformé en parc national. Cependant, des organisations de la société civile comme Greenpeace et les populations riveraines s'y sont fortement opposées dans l'optique de préserver la biodiversité qu'abrite cette forêt. Si Maître Emmanuel Sim, ressortissant de cette zone, salue la décision du chef de l'État, en face, d'autres ressortissants estiment que le gouvernement a été fondamentalement induit en erreur. C'est par exemple le cas de l'honorable Samuel Maud qui annonce des rencontres à l'horizon et c'est seulement au terme de celle-ci qu'il pourra s'exprimer sur ce qui semble être la fin de la partie sifflée par Paul Biya. En 2 minutes donc, on va essayer de terminer cette analyse autour des conséquences de la Covid et notamment des mesures à prendre. Vous parlez de quelques outils. Peut-on s'attendre à un retour de l'État interventionniste dans l'économie, par exemple? Vous savez, certains leaders de certains pays, des pays très amis au Cameroun, ont appelé la pandémie du Covid la guerre. C'est une guerre. Donc, ils ont mis en place des mécanismes économiques de type de guerre. Okay? C'est-à-dire, vous avez, dans certains cas, au début de la pandémie, vous vous souvenez, on demandait à certaines entreprises de fabrication, par exemple, d'aspirateurs, maintenant de se mettre dans la fabrication de respirateurs pour les hôpitaux. Et c'était un ordre de l'État de faire en sorte. Donc, l'État interventionniste, il ne faut pas simplement s'arrêter sur des cycles. Lorsque vous avez une grosse récession économique, une partie de votre population meurt et d'autres sont à risque de perdre la vie. Vous avez des secteurs économiques qui risquent d'être sinistrés pendant très longtemps. Vous n'avez pas d'autre choix, vous, en tant qu'État, et c'est votre rôle de pouvoir proposer en fait la première assistance à l'économie. Il n'y a personne d'autre qui peut permettre la relance économique lorsque vous sortez d'une crise comme celle-ci, autre que l'État. Donc l'État interventionniste, l'État keynésien, l'État stabilisateur, tout ce que vous voulez, je pense que c'est la doctrine adoptée par la plupart des États, quasiment tous les États du monde. Comment nous soutenons l'économie? Et dans le cadre de nos petits pays comme le Cameroun ou dans notre région, la CEMAC, comment nous réalisons ce pari, qui est un pari difficile, avec des ressources limitées. Et c'est ça tout le challenge et toute la difficulté également, avec un espace budgétaire limité, avec un endettement que nous ne pouvons pas rendre illimité parce que nous nous endettons généralement en devises étrangères que nous ne contrôlons pas. Merci. Comment est-ce que nous pouvons réaliser le pari de relancer l'économie, de soutenir les ménages et de protéger les gens lorsque les ressources sont limitées? Il y a des façons de faire. Il vous faut déjà améliorer la qualité même de vos dépenses publiques. Il vous faut réaménager les priorités. Il faut insister là où le multiplicateur budgétaire est plus important. Il vous faut ensuite faire les réformes nécessaires pour permettre à votre économie d'être plus résiliente sur le long terme, parce qu'une fois de plus, des crises, il y en aura toujours. Et le Cameroun ne peut pas simplement se permettre de toujours dire nous faisons face à un choc, nous ne pouvons pas réagir de manière illimitée parce que nous sommes contraints. Christian Bequet, merci de vous être arrêté dans Face à l'actu ce soir pour décrypter et apporter votre expertise
pour les sujets d'actualité, notamment la Covid et les conséquences économiques sur les crises que nous traversons. Merci. Je rappelle que vous êtes représentant résident adjoint du FMI auprès de l'Union européenne avec siège à Bruxelles. Merci, bon début de semaine et à dimanche prochain 19h pour une autre édition de Face à l'actu. Bonsoir.